Bonjour et bienvenue dans la première partie de ce cours sur la réaction chimique par échange de protons. Alors au menu, nous allons revenir sur le pH et préciser un petit peu ce que c'est, parler des acides et des bases, de leur définition et comment ils réagissent ensemble. Et ensuite, on fera réagir des acides avec l'eau pour voir ce qui se passe. Alors, deux remarques avant de commencer le cours. La première remarque concerne les équations, l'écriture des équations. Vous allez voir des équations écrites de cette façon-là dans ce cours-là. Or, en toute rigueur, il faut préciser dans quel état sont les réactifs et les produits, soit liquides, gazeux ou en solution aqueuse. Ça surcharge un petit peu, donc je ne le mettrai pas, et on va dire que toutes les réactions qu'on va avoir dans ce cours-là sont en solution aqueuse. Évidemment, si on a un gaz ou un solide, je le préciserai dans ce cas-là, comme dans cette réaction-là. Deuxième remarque, dans ce cours, nous allons voir l'ion hydrogène, H+. Alors l'ion hydrogène H+, c'est un atome d'hydrogène auquel on a arraché un électron, et qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste juste un proton. C'est pour ça qu'on parle de réaction chimique par échange de protons, c'est parce que ce sont des ions hydrogènes qui vont être échangés, et les ions hydrogène H+, ce sont des protons. Alors ces protons, ces H+, quand ils sont dans l'eau, ils vont s'associer avec une molécule d'eau pour fabriquer quelque chose d'un petit peu plus gros qui s'appelle un ion oxonium, H3O+. Donc, en fait, un ion hydrogène dans l'eau, en solution aqueuse, c'est la même chose qu'un ion oxonium en solution aqueuse. C'est la même chose, mais pas tout à fait. Parce que regardez, dans l'équation que j'ai écrite ici, j'ai mis H3O+. Si j'écris cette équation avec H+, elle va être légèrement modifiée, évidemment, parce qu'il n'y a pas la molécule d'eau de ce côté-là, donc il n'y aura pas la molécule d'eau de ce côté-là non plus. Alors commençons par le pH. Vous savez déjà qu'on mesure le pH avec un indicateur coloré, un papier pH, ou un pH mètre qui varie entre 0 et 14. Plus il est faible, plus c'est acide, plus il est fort, plus c'est alcalin ou basique. Une solution qui a un pH de 7 est qualifiée de neutre. Mais qu'est-ce que c'est que le pH? En fait, c'est un chimiste danois, Søren Sørensen, qui l'a défini au début du XXe siècle. Et le pH a une relation avec l'hydrogène. Ça s'appelle le potentiel hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer de l'hydrogène? En fait, on va mesurer la concentration en ion hydrogène, c'est-à-dire la concentration en H3O+, aussi, en ion oxonium. Et en fait, le pH correspond à moins log, le petit p devant, ça s'appelle le cologarithme, hein, ça veut dire moins logarithme de la concentration d'H3O+. Donc le pH, c'est moins logarithme de la concentration en H3O+. Si on retourne cette équation chimique, on peut trouver que la concentration d'H3O+, est égale à 10 puissance moins la valeur du pH. Ce qui veut dire que, par exemple, une solution qui a un pH de 0 a une concentration d'H3O+ de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1 mol par litre. Une solution qui a un pH de 7 a une concentration d'H3O+ de 10 puissance moins 7, c'est-à-dire beaucoup plus faible. Et encore plus faible pour une solution qui a un pH de 14. Donc, plus une solution est acide, plus elle contient des H3O+, plus la concentration d'H3O+ est élevée, et moins elle est acide, moins elle en contient. Alors, nous allons parler maintenant des acides et des bases tels que les a définis un autre chimiste danois, Johannes Brønsted. Pour lui, CH3COH est un acide, parce que CH3COH peut se transformer en CH3CO- plus H+, c'est-à-dire qu'il peut céder un H+, c'est-à-dire un proton, un ion hydrogène. Donc, pour lui, un acide, c'est une entité qu'on va noter AH, qui est capable de céder un H+, et donc de devenir ce qu'on va noter A-. Une base, c'est exactement l'inverse. C'est une entité chimique qui est capable de capter un H+. Donc CH3CO-, qui est capable de se lier avec H+, pour donner CH3COH, est une base. On va noter la base souvent A-, comme ceci, plus H+, qui donne AH. On voit tout de suite que avec une base, on a un acide qui est conjugué, et inversement. Donc on a ce qu'on appelle la notion de couple acido-basique. On va la noter comme ceci, l'acide slash la base. Ici, l'acide, c'est CH3COH, l'acide éthanoïque, et ici, c'est la base l'ion éthanoate. Et à chaque couple acido-basique, on va pouvoir écrire une demi-équation qui va pouvoir être réalisée dans un sens ou dans l'autre, suivant ce qui se passe. Voilà la façon générique de noter un couple acido-basique, AH slash A-, l'acide slash la base. AH peut se transformer en A- plus H+, ou l'inverse. Voilà, à chaque acide, une base conjuguée, et à chaque base, un acide conjugué. Alors, parlons un petit peu des couples acido-basiques célèbres, les stars.
Alors, qu'il faut que vous connaissiez, hein, HCl, Cl-, HCl c'est un gaz, c'est le chlorure d'hydrogène, avec sa base conjuguée Cl-, c'est facile de passer de l'acide à la base, il suffit d'enlever un H+. À savoir qu'une solution de HCl dans l'eau est nommée acide chlorhydrique, le célèbre acide chlorhydrique. L'acide nitrique, HNO3, et l'ion nitrate. On a vu tout à l'heure l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate. L'ion ammonium NH4+, un acide faible, on verra. Et NH3, une base, l'ammoniac. Et quand cet ammoniac est mis dans l'eau, la solution s'appelle l'ammoniac QUE. Et puis deux couples très importants avec l'eau. Dans un des couples, l'eau est une base, dans l'autre couple, l'eau est un acide. Donc l'eau fait partie de deux couples acido-basiques. On dit que l'eau est un amphotère, ou bien que l'eau est une espèce ampholyte. D'autres espèces sont dans ce cas, par exemple l'hydrogénocarbonate, qui fait partie de deux couples acido-basiques. Ici, l'hydrogénocarbonate est une base, alors que ici, c'est un acide. À ce sujet, il faut savoir que l'acide conjugué de l'hydrogénocarbonate, c'est l'acide carbonique. Or, l'acide carbonique, vous le connaissez sous sa forme CO2, mais CO2, quand il vient en contact avec de l'eau, va s'associer avec une molécule d'eau pour fabriquer H2CO3, qui est aussi noté CO2,H2O. Alors, qu'est-ce qu'une réaction acide-basique? Prenons un exemple. Voici l'acide nitrique avec, qui est un acide donc, avec OH-, l'ion hydroxyde qui est une base. Alors, l'acide nitrique fait partie d'un couple acido-basique, c'est un acide, et l'ion hydroxyde du couple de l'eau. C'est une base. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les deux sont en contact? Ben, l'acide nitrique va libérer un H+, et la base va capter ce H+. Donc, au final, voilà ce qu'on va avoir, l'ion nitrate et de l'eau. Et donc, une réaction acido-basique, c'est un échange de H+, de protons, entre un acide et une base. Alors, que se passe-t-il quand on fait réagir un acide avec de l'eau? Essayons de voir ce qui va se passer avec l'acide nitrique, et on va comparer avec ce qui se passe pour l'acide éthanoïque. Dans les deux cas, l'acide se transforme en la base conjuguée, et H2O se transforme en H3+. Il y a un échange de protons entre les deux, c'est une réaction acido-basique. On va prendre une certaine quantité de l'acide, par exemple 0,4 mol dans les deux cas, la même quantité, et on va suivre ce qui se passe dans un tableau d'avancement. Alors dans le premier cas de l'acide nitrique, en fait, on va avoir un tableau d'avancement très classique, et à la fin de la réaction, l'acide nitrique sera le réactif limitant, il n'y en aura plus à la fin, tout va se transformer. C'est ce qu'on appelle un acide fort. Tout l'acide se transforme en sa base conjuguée. Si on fait l'expérience avec l'acide éthanoïque, en fait, on va se rendre compte qu'à la fin de la réaction, quand la réaction n'évolue plus, il reste de l'acide éthanoïque. En fait, le X final est inférieur au X maximal que l'on peut prévoir avec un tableau d'avancement. Vous voyez qu'en fait, ici, il n'y a pas de réactif limitant, il reste des réactifs et pourtant la réaction n'évolue pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une réaction, c'est deux réactions. La réaction inverse existe aussi. L'ion éthanoate réagit avec l'ion oxonium pour fabriquer de l'acide éthanoïque et de l'eau. Et donc, en fait, on a une compétition entre deux réactions, et donc on ne va pas épuiser complètement la réactif limitant, on va arriver vers un statu quo, un équilibre. Ce genre d'acide est nommé un acide faible. Alors, voyons plus en détail le cas de l'acide fort sur l'eau, et posons-nous cette question, quel est le pH d'une solution de volume V d'acide nitrique de concentration C. Alors voilà la réaction qui va se passer, celle qu'on a vue tout à l'heure, hein. Et la quantité d'acide nitrique qui est en jeu, c'est C fois V, quantité initiale. Donc dans le tableau d'avancement, je mets C fois V au début, et tout cet acide nitrique va s'épuiser, et donc voilà ce qu'on va fabriquer. La quantité de H3O+, qui va être fabriquée, c'est aussi donc C fois V, autant que ce qu'on a mis d'acide nitrique. Donc la concentration d'H3O+, ça sera C fois V divisé par le volume, donc la concentration initiale d'acide nitrique. Et donc le pH, ça sera moins log d'H3O+, c'est-à-dire moins log de C. Donc c'est assez facile de calculer le pH d'une solution d'acide fort. Pour un acide faible, c'est un petit peu plus compliqué. Posons-nous la même question, sauf que ici, on prend un exemple chiffré, le volume est de 1 litre et la concentration est de 0,10 mol par litre. La quantité initiale, donc on la calcule de la même façon, hein, C fois V, ça va faire 0,1 mol. Donc je mets ça dans le tableau d'avancement. Mais ici, le tableau d'avancement ne va pas me servir à grand chose. En effet, moi je sais calculer ce qui se passe si la réaction est totale, donc en épuisant les réactifs.
Mais comment savoir où est-ce qu'on s'arrête ici au x final? Rien ne m'indique ceci. Quel est le x final? C'est un équilibre et je n'ai aucune information pour savoir quand est-ce que cet équilibre, où est-ce que cet équilibre va être. Donc il nous manque quelque chose pour répondre à la question. Alors étudions un petit peu plus cet équilibre chimique en faisant deux expériences. Nous allons prendre l'acide éthanoïque et le mélanger avec de l'eau, mais nous allons prendre des quantités différentes d'acide éthanoïque. Ici, 1 10-2 mol et en bas, 1 10-3 mol. L'expérience 1 et l'expérience 2. Et on va regarder ce qui se passe à la fin. Donc à la fin, on n'épuise pas l'acide éthanoïque, il n'y a pas de réactif limitant, c'est un équilibre ici. Mais vous voyez qu'on a des résultats différents en fonction de ce qu'on a mis au début. Donc a priori, ça ne nous avance pas trop. Maintenant, si j'essaie de calculer la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs, l'eau étant exclue parce que l'eau est le solvant et je considère que la concentration de l'eau est constante, je ne la mets pas là-dedans. Si je le fais pour l'expérience 1, je vais avoir cette valeur-là, et si je le fais pour l'expérience 2, je vais avoir la même valeur. Ce qui veut dire que le rapport entre les concentrations des produits divisé par les concentrations des réactifs est quelque chose qui dépend de la réaction, pas des quantités que l'on met. On va appeler ça K, on va noter ça Ka, on va l'appeler la constante d'acidité. Et si on connaît cette valeur-là, on va pouvoir prévoir ce qui se passe, où est l'équilibre. Alors essayons de voir ça. Donc c'est la même question que tout à l'heure, sauf que maintenant je sais que la constante d'acidité de cette réaction vaut 1,7 10 puissance moins 5. Donc la multiplication de la concentration de CH3CO- par CH3O+, divisé par CH3COH est égal à 1,7 10 moins 5. Alors, en quoi ça m'avance? Eh bien, je sais que la concentration de CH3CO- c'est XF divisé par V. C'est la même chose pour la concentration de H3O+. Et la concentration de CH3COH, ça va être ceci divisé par V. Donc je peux l'écrire. Et donc je vais trouver que Ka, dont je connais la valeur, est égal à ceci. Or, dans cette équation, je connais tout, sauf XF. Donc je vais pouvoir facilement en déduire la valeur de XF. Donc j'ai réécrit la même équation en mettant les valeurs chiffrées. Et là, un petit peu de mathématiques me dit que XF vaut 1,3 10 puissance moins 3 mol. Et si XF vaut 1,3 10 puissance moins 3 mol, je connais la quantité de H3O+, je vais pouvoir en déduire la concentration de H3O+, et donc le pH. Voilà. Donc vous voyez, la connaissance de la constante d'acidité de cette réaction-là me permet de prévoir comment va être l'équilibre à la fin de la réaction. Donc pour un acide faible, quand il réagit avec l'eau, sa réaction n'est pas totale, mais c'est un équilibre entre deux réactions, c'est pour ça qu'on met les flèches dans les deux sens. Et donc pour savoir où est l'équilibre et pour prévoir ce qui va se passer, il nous faut la connaissance de la constante d'acidité de cette réaction-là, qui est donc la multiplication de la concentration en A- fois la concentration en H3O+, divisée par la concentration en H, tout ceci à l'équilibre. La constante d'acidité n'a pas d'unité. Pour chaque couple, on a une constante d'acidité. Par exemple, voici celle pour l'acide éthanoïque, l'ion éthanoate, et voici d'autres couples avec leur constante d'acidité. Et donc, vous pouvez, avec la valeur de cette constante d'acidité-là, vous pouvez prévoir ce qui va se passer quand vous mélangerez l'acide avec l'eau. Alors, en classant les couples par Ka croissant, comme ceci, on se retrouve avec les acides les plus faibles en bas, avec les Ka les plus faibles, et avec les Ka les plus forts, on a les acides moins faibles, on va dire. Alors, pourquoi si on appelle 1 et 2 les sens des réactions qui sont en équilibre, pour avoir en fait un acide relativement fort, il faut un sens 1 relativement fort. Et donc des concentrations A- et H3O+, assez fortes. Si A- et H3O+ sont assez forts, alors le K va être grand. Si c'est plutôt AH qui est fort, alors le K va être petit. Donc en bas ici, on a les acides très faibles, et en haut, on a les acides un petit peu moins faibles. Pour terminer ce cours, parlons un petit peu du pKa. Alors le pKa, c'est comme pour le pH, le petit p qui est devant, on veut dire moins log, et donc on peut parler de Ka pour un couple ou de son pKa. pKa, ça sera moins log du Ka. Alors dans les cas présents ici, par exemple ici pour l'acide éthanoïque, le pKa sera de 4,8, je prends la valeur du Ka et je prends moins log,
et pour les autres, c'est exactement la même chose. Donc, le classement en pKa est inversé par rapport au Ka. C'est juste plus pratique pour parler des valeurs. Voilà, ce cours se termine. À bientôt.